Il est 13h à Conakry. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici les titres. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués présente son bilan. 15 mois d'exercice au cours desquels plusieurs actes sont posés. Quelques difficultés existent, mais le directeur de l'AGRASC réaffirme sa détermination. Le chef d'état-major de l'armée de terre au contact de la troupe, une première rencontre pour rappeler les valeurs qui fondent et qui caractérisent l'armée guinéenne. C'était au bataillon spécial de Conakry. Et enfin, la Guinée vers le Festival international du Djembé. Les organisateurs s'activent pour la réussite de cette rencontre majeure. Le ministre de la Culture annonce la couleur de l'événement et sonne la mobilisation. Bonjour à tous. Je le disais tout à l'heure au sommaire, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués était devant les médias. Il s'agissait pour l'institution de faire le bilan des mois d'exercice. Au terme de sa communication, le directeur de l'AGRASC a fait état des avoirs saisis et autres biens en lien avec des procédures pénales déjà arrivées dans les caisses de l'État. Alpha Séni Camara a également dénoncé les difficultés qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Tierno Younoussaba. L'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, la structure est le dernier maillon de la chaîne pénale. Sa mise en place par le CNRD est une réelle volonté à lutter contre le blanchiment des capitaux. Au terme de 15 mois d'exercice marqués par des travaux de vulgarisation auprès des juridictions et autres organes de saisie, l'AGRASC fait des acquis. Ces résultats s'évaluent par la centralisation des fonds et biens issus des cas de corruption, des détournements de fonds, entre autres. Nous avons, dans la somme des différentes ordonnances rendues, lorsque nous les capitalisons, nous avons 300 milliards et nous avons une soixantaine d'immeubles, toujours dans le cadre des saisies conservatoires. Et nous avons espèce, cet argent qui est aussi le fruit de la décision ou des décisions de justice, 655 millions aujourd'hui et 58 000 euros. Ça, ces deux montants sont dans les caisses de l'État aujourd'hui, à travers la caisse de dépôt et de consignation. Ça, l'État peut en disposer comme il veut. Mais les autres, on attend que les décisions définitives soient rendues. Certains bilans élogieux, mais l'AGRASC est confrontée à de nombreuses difficultés. La direction générale peine encore à atteindre son objectif. Alpha Séni Camara regrette le manque de bonne collaboration entre sa structure et les organes évoluant dans la saisie. Ces difficultés ne sont pas seulement peut-être à notre niveau. Nous pensons que si toutes les structures avec lesquelles nous coopérons, notamment les juridictions et les autres structures telles que la douane, les impôts, la police, la gendarmerie, pensons que si toutes ces structures et juridictions se mobilisent dans le cadre du respect de la loi, je crois que le résultat devrait être plus que ce que nous avons aujourd'hui. Dès notre mise en place, nous avons mis sur place ici une base de données qui permet aux chefs de juridiction de nous remonter à partir de leur juridiction. Donc, une fois que la décision est rendue, c'est de scanner et envoyer à l'AGRASC. Et à partir de là, nous prenons et nous avons un répertoire de saisie et de confiscation qui est ouvert au greffe. Mais très malheureusement, ça fait défaut. Donc aujourd'hui, nous avons mis sur place également une cartographie de l'ensemble des chefs de greffe des juridictions du pays. Ça veut dire que nous avons le contact permanent aujourd'hui avec tous les chefs de greffe de la République. Donc c'est pour vous dire que la direction de l'AGRASC a fait tout ce qu'il faut pour faciliter le travail. Mais malheureusement, il y a un réel manque de volonté. Alors que le travail que nous le faisons pour la Guinée, pour la République. À travers ce toural, la direction générale de l'AGRASC réaffirme son engagement à mobiliser des biens en lien avec les infractions pénales au profit de l'État. Un pari qui ne saurait être relevé sans l'engagement de chacun et de tous à pleinement participer au chantier ouvert contre la corruption.
Et puis l'exercice est annuel et regroupe l'ensemble des acteurs impliqués dans la protection des droits de la petite enfance. Il s'agit bien sûr de la revue des activités du Fonds des Nations Unies pour le droit des enfants dans la région de Kindia et Boké. Le bilan des activités pour l'année en cours a été fait, doublé de la planification biannuelle de 2 régions de la Basse-Guinée. Falilou Diallo et Fana Labaya Kamara. Après la ville de Boké, cette année, la revue annuelle des activités de protection et de promotion du droit des enfants se tient dans la ville des Agrumes. À Kindia, des résultats encourageants ont été obtenus cette année dans le cadre de cette coopération, notamment l'enregistrement des naissances qui a atteint un taux estimé à 70%, contrairement aux années précédentes. Aujourd'hui, on est aux environs de 66% d'enregistrement au niveau de la région. Et tout ça, c'est grâce aux appuis de l'UNICEF. Vous voyez, il y a aujourd'hui une combinaison qui se fait, un couplage qui se fait de l'enregistrement de naissance et avec la vaccination. Donc tout ça, c'est des démarches qui sont des démarches qui soutiennent vraiment à appuyer nos collectivités dans le cadre de la promotion et de la protection des droits des enfants qui sont les futurs adultes de demain. Ce rendez-vous du bilan du Fonds des Nations Unies pour le droit des enfants dans les régions de Boké et Kindia se veut une opportunité de faire le diagnostic et combler les écarts et documenter les bonnes pratiques. Chaque année, c'est un exercice que nous faisons dans les différentes régions. Nous allons faire ce bilan, voir quelles sont les difficultés que nous avons eues au cours de l'année qui nous ont empêchés d'atteindre les résultats. Donc analyser les groupes, voir les écarts au niveau des indicateurs pour comprendre ce qui s'est passé pour ne pas atteindre certains résultats. Et pour les résultats atteints, tirer des bonnes leçons, des leçons apprises et documenter les bonnes pratiques. Cet exercice va également permettre de faire une projection pour les 2 années à venir. Avec les autorités et communautés locales, de nouvelles activités et actions seront identifiées pour renforcer la promotion et la protection des droits de la petite enfance dans les régions de Boké et Kindia. Et je le disais tout à l'heure au sommaire de ce journal, le chef d'état-major de l'armée de terre a fait sa première prise de contact avec la troupe. C'était à l'occasion d'un rassemblement général ce vendredi au bataillon spécial de Conakry. Objectif, rappeler aux forces terrestres les valeurs et les vertus qui caractérisent les militaires guinéens. A suivi à ce propos le reportage de Caporal Mabinti Keita, correspondante de la presse militaire. Quelques jours après sa prise de fonction à la tête de l'état-major de l'armée de terre, le général de division Abdoulaye Keita était ce vendredi au bataillon spécial de Conakry pour s'adresser à la troupe à travers ce rassemblement général. Après la revue des forces rangées pour la circonstance, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est exprimé en ces termes. C'est une responsabilité que je m'efforcerai d'exercer avec fierté, humilité et un engagement envers vous qui formez la colonne vertébrale de notre armée. En ce moment solennel, sous le leadership du chef suprême des armées, les forces armées guinéennes en général et l'armée de terre en particulier sont entrées dans une phase de restructuration en profondeur pour répondre de manière opérationnelle et professionnelle aux enjeux sécuritaires de demain. Au cours de ce rapport de place, le général de division Abdoulaye Keita a rappelé les vertus et les valeurs républicaines qui caractérisent l'armée guinéenne. Ce défi, nous ne pourrons le relever qu'ensemble, chacun à son niveau, du général au soldat. Le succès de notre mission repose sur les principes simples de l'état de militaire, à savoir le respect de la hiérarchie, de la discipline, le devoir d'obéissance, mais aussi de l'amour de ces hommes. J'insiste sur ça, de l'amour de ces hommes. Vous êtes le cœur battant de notre nation, la force vive qui assure sa sécurité, sa stabilité et sa souveraineté. Chaque jour, par votre discipline, vous portez haut les valeurs de l'armée, l'honneur, la fidélité et le dépassement de soi. A signalé que ce rassemblement général a mobilisé toutes les unités d'infanterie de la capitale.
Nous allons faire maintenant un point sur le projet d'appui aux communautés de Simandou et le projet Paysage durable en Guinée. Ce sont deux initiatives qui visent à promouvoir le développement durable et la résilience des populations dans les régions de la Basse-Guinée, de la Haute-Guinée et de la Guinée forestière. Et ils sont financés par l'ambassade des États-Unis d'Amérique et leur mise en œuvre mobilise plusieurs partenaires dont les autorités locales, les organisations de la société civile et les entreprises minières évoluant en Guinée. Dans le cadre du premier projet, les communautés locales sont au centre des actions visant à les informer, les sensibiliser et à renforcer leurs capacités pour qu'elles puissent bénéficier de manière optimale des retombées positives du secteur minier tout en protégeant l'environnement et les droits des populations. La sélection de la communauté de Simandou s'explique par des raisons bien fondées. Pourquoi Simandou? Nous savons qu'aujourd'hui, le pays est en voie d'exploitation de l'ensemble de ses ressources minières et principalement ce minerai de fer de classe mondiale. Donc il y a lieu de faire comprendre aux communautés l'ensemble des impacts liés à l'exploitation minière, mais également les bénéfices qu'ils peuvent avoir afin de les préparer à mieux les gérer. C'était de rencontrer les sociétés minières, les exposer le projet et les expliquer quels sont les éléments de collaboration que nous pouvons avoir dans le cadre de l'information des communautés sur les impacts environnementaux et sociaux, mais également les solutions pour lutter contre ces impacts négatifs. Par ailleurs, le projet Paysage durable en Guinée vise à promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement à travers différentes initiatives telles que le reboisement, la préservation des sols, la gestion des déchets et la protection de la biodiversité. Ces actions sont concentrées dans 3 régions spécifiques du pays, la Guinée maritime qui est riche en bauxite, la Haute-Guinée connue pour son exploitation aurifère, et la Guinée forestière où se trouvent les importantes réserves de minerais de fer de Simandou. Quand on parle de paysage durable, on parle de notre environnement immédiat, c'est-à-dire d'un parc urbain, d'une zone humide qui est remblayée. Donc c'est un ensemble. Donc nous comptons accompagner les communautés pour être résilients face à tout ce qu'on appelle changement climatique. Nous allons former les parties prenantes que nous avons identifiées et sélectionnées sur le développement durable, la résilience face aux écosystèmes, et nous allons les former aussi sur les conflits transfrontaliers. Les 3 régions que nous avons prises sont toutes des régions frontalières avec d'autres pays. Les communautés se sont engagées à prendre part aux différentes actions prévues dans le but d'atteindre des résultats tangibles et durables. Si le projet évolue chez nous, ça nous fera plaisir parce que à ce moment-là, la communauté même commence à ressentir le changement climatique chez nous. Et si on va atteindre le projet qui a cette idée d'aider la communauté dans ce sens, il ne fait que prendre le projet à notre main et soutenir. Ces projets illustrent l'engagement des acteurs locaux et internationaux intervenant dans le secteur minier et dans la protection des ressources naturelles à promouvoir un développement durable et inclusif en Guinée. Dans l'actualité encore, la Direction nationale des affaires islamiques vient d'organiser une conférence à Conakry. L'objectif était d'expliquer le rôle des femmes dans le processus de consolidation de la paix dans notre pays. La rencontre a connu une forte mobilisation des femmes venues des différentes communes de la capitale. Marwan Kamara et Sorba Bangoura. C'est une conférence islamique qui réunit les femmes venues des différentes communes de Conakry. Placée sous le thème « Le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la cohabitation pacifique », cette conférence débat est animée par des femmes leaders d'opinion. Elle est initiée par le secrétariat général des affaires religieuses à travers la Direction nationale des affaires islamiques. Aucun Guinéen n'ignore le rôle que jouent nos braves femmes et nos braves mamans. On peut dire que la participation des femmes à la consolidation de la paix comprend de nombreuses initiatives humanitaires basées sur le renforcement de la cohésion sociale entre les membres de la société. Le programme vise à sensibiliser et expliquer le rôle des femmes dans le maintien de la quiétude sociale
tout en créant un environnement favorable à la cohabitation pacifique à travers l'inclusion des femmes en Guinée. La femme joue un rôle très important dans la société, pour le développement même de la société, en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que femme, en tant que le baromètre de la société. Sans elle, on ne peut pas développer une société. Donc, et compte tenu de l'islam, l'islam a donné l'importance à la femme. Il a donné son importance, son droit et ses devoirs. Donc, à travers ce rôle, la direction des affaires islamiques a initié cette conférence pour prôner la femme au développement, à la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Je remercie ces braves femmes pour avoir participé et nous sommes très réconfortés parce que si les femmes comprennent le réel sens de la paix, il est obligatoire que Dieu accompagnera, Inch'Allah, la Guinée. Ces femmes-là sont venues massivement pour exprimer leur soutien auprès du président et surtout s'adresser à toute la population guinéenne à œuvrer dans un sens et l'instauration de l'esprit, de la paix, de la tolérance, de l'unité et d'œuvrer dans le sens et utiliser les voies pacifiques. Actrices de la promotion et de la consolidation de la paix dans le monde, les conférencières ont insisté sur l'implication, l'importance et la préservation de la paix tout en partageant les expériences vécues. Un mot de culture avec, je le disais au sommaire, l'annonce du Festival international du Djembé. Les préparatifs vont bon train. C'est un événement qui repositionne la Guinée sur le plan culturel à l'échelle internationale. Face donc à la presse, le ministre de la Culture, Moussa Moïsila, invite les Guinéens à s'approprier le festival pour revaloriser la culture nationale. Ousmane Ba et Mamadou Djoumaba. Le djembé, un maillon fort de la culture guinéenne, un instrument qui se retrouve dans toutes les communautés en Guinée, d'où son choix pour tirer les autres instruments traditionnels en voie de disparition vers le haut à l'occasion du Festival international du djembé. Face à la presse, le ministre Moussa Moïse Silla annonce les couleurs de cette première édition prévue dans 2 semaines. Je souhaite que ce festival soit le vôtre, que nous soyons tous engagés à préserver nos traditions, que nous soyons tous engagés à promouvoir ce qui va être fait, parce que ça va au-delà du ministère de la Culture. Ça porte sur notre identité en tant que Guinéens, ce qui nous distingue des autres, ce qui nous caractérise et nous particularise dans le monde. Dans le concert de la nation, lorsque chaque peuple vient avec sa particularité, la mosaïque qui est créée est une belle mosaïque. Le Festival international du djembé sera un outil politique et diplomatique pour repositionner la Guinée sur le plan culturel à l'échelle internationale. Il sera célébré sous le thème « Préservation et innovation ». Une coopération culturelle comme pour jumeler instruments traditionnels et modernes, percussions et musique électronique. Le Festival international du djembé sera l'occasion pour nous de reprendre la place qui nous revient de droit. C'est cela le R du repositionnement du CNRD. Le repositionnement sur le plan culturel, sur la scène internationale. Dans tous les festivals où on parle de percussion, il faut que, quand on pense à l'Afrique, qu'on pense à la République de Guinée. Ce serait une façon pour nous de rendre hommage à nos aînés, à ceux qui ont ouvert de grandes écoles de percussion dans le monde. Au-delà de son côté festif, l'événement va promouvoir l'employabilité et générer des revenus pour les artistes. Les autorités se disent déterminées à s'investir pour célébrer le festival dans toute sa grandeur. L'événement est prévu du 4 au 8 décembre prochain à la plage de Kamael. En sport, l'actualité reste toujours dominée, vous le savez, par la 6e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025 et surtout par ses implications. La Guinée a porté réserve contre la Tanzanie. C'est la conséquence directe de plusieurs anomalies qui ont émaillé cette rencontre au cours de laquelle la Guinée a perdu sur le score d'1-0. Des explications avec Djibril Kamara.
La défaite du Syli national de Guinée face au Taïfas de la Tanzanie serait occasionnée par plusieurs manquements de la Fédération tanzanienne de football. Ces manquements pourraient entraîner l'élimination de l'équipe tanzanienne de football conformément au règlement de la Coupe d'Afrique des Nations établi par la Confédération africaine de football CAF. Avant le coup d'envoi de ce match entre la Tanzanie et la Guinée, le Syli national de Guinée était deuxième du groupe H avec 9 points derrière les Léopards de la RDC. Vu la performance du Syli national lors des 3e, 4e et 5e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, avec 3 victoires d'affilée, la Fédération tanzanienne de football passe par une stratégie de déstabilisation du moral des joueurs, entre autres le changement de l'heure du coup d'envoi à 48 heures du rendez-vous, initialement prévu à 19h GMT pour 13h GMT, pour des raisons, dit-on, d'éclairage. Une décision contestée par la Fédération guinéenne de football, mais finalement confirmée par la CAF. Dans une correspondance adressée à la Confédération africaine de football, la Guinée a rappelé cette instance à l'ordre pour le respect de ses propres règlements et statuts pour une question d'équité. Après 9 heures de vol entre Abidjan et Dar Salam, les joueurs n'ont pas eu suffisamment de temps pour la reconnaissance du terrain. Une équipe nationale qui va à l'entraînement sans escorte est bloquée dans un embouteillage monstrueux avant de retrouver plus tard un terrain d'entraînement avec une pelouse non conforme, ce qui n'a pas permis à l'entraîneur guinéen de faire sa mise en place. Autre manquement réglementaire constaté pour cette rencontre est l'annulation unilatérale de la conférence de presse d'avant-match par la Tanzanie au vu et au su des officiels de la CAF. À cela s'ajoute le manque du panneau d'affichage électronique au stade de Benjamin pour permettre aux parties de lire le chrono du match. Malgré tout, la Guinée était focus sur son match. Le jour du match, les joueurs guinéens ont eu du mal à rentrer en possession de leur accréditation, car la Fédération tanzanienne de football n'a accrédité au départ que 16 joueurs sur 24. Le cas le plus compromettant pour la Tanzanie est le fait qu'un joueur des Taïfas soit enregistré avec le numéro 24 sur la feuille de match, mais joue avec le numéro 26 qui n'est pas enregistré et considéré comme un joueur inéligible, car les articles de 10.1 à 26.4 du règlement de la CAF stipulent que le numéro du maillot joue un rôle essentiel et indissociable dans le système d'identification des joueurs sur le terrain. Il permet aux arbitres, officiels et équipes adverses d'identifier chaque joueur au cours du match. Plus loin, les articles 50 et 71 du règlement établissent que seuls les joueurs dont le numéro indiqué sur le maillot correspond au numéro mentionné sur la feuille de match sont qualifiés pour prendre part au match en question. Cependant, le joueur portant le numéro 26 sur le maillot n'avait pas été enregistré avec le dit numéro qui n'existait pas sur la feuille de match. La Tanzanie a donc utilisé un joueur non qualifié en application de l'article 47 du règlement de la CAF, lequel dispose que toute erreur administrative en matière d'enregistrement des joueurs, l'association nationale concernée sera suspendue de participation à l'édition suivante de la CAN et son équipe sera éliminée de la compétition si cette dernière est toujours en cours. Si ces règlements sont appliqués, la Tanzanie sera éliminée du tournoi et la Guinée sera au rendez-vous du Maroc 2025. Aujourd'hui, pour une question d'équité et de transparence, les associations membres attendent avec beaucoup d'intérêt la Confédération africaine de football CAF pour dire la vérité dans cette affaire. Merci beaucoup à Djibril Kamara pour ces explications. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. À tout à l'heure.